Nous avons avec nous en visuel professeur Miloud Chenoufi, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Bon après-midi, professeur Chenoufi. Bonjour à vous. Comment ça va, professeur? Ça va bien, ça va bien. Vous savez, on commence à voir le bout du tunnel de l'hiver. Le printemps pointe du nez. Je sais que ça va prendre encore quelques temps, Mhm. et, mais ça fait toujours chaud au cœur de Oui, savoir que le printemps arrive. c'est sûr, mais pour les Palestiniens de Gaza, ça ne va pas très bien. On va dire que ça commence à avoir l'air d'une guerre, je dirais pas oubliée tout à fait, mais qu'on met sur la glace au profit de l'autre guerre. En fait, effectivement, du point de vue des Américains, c'est clair que la priorité à l'heure actuelle, c'est l'Ukraine et la Russie. Mais vous savez, l'envoyé spécial américain pour la question palestinienne se trouve à l'heure actuelle au Qatar. Et avant de parler de ça, il est nécessaire de noter qu'à Gaza, en fait, la guerre ne s'est pas arrêtée. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été obtenu par la pression exercée par l'administration Trump sur Netanyahou. Et donc, les balles ont arrêté, les canons ont cessé. Euh, mais la guerre s'est poursuivie par d'autres moyens. Et les moyens avec lesquels elle est poursuivie, c'est l'arme qui est utilisée, c'est la faim, la soif, ok, et bien entendu, euh, faire en sorte que le territoire soit toujours euh, impropre à la vie humaine à travers les coupures d'électricité et d'énergie. Et si on compare cela avec les objectifs que le gouvernement de Netanyahou s'est assigné au début de la guerre, on se rend compte qu'effectivement, leur objectif euh, était donc de rendre Gaza invivable pour que les Palestiniens soient meurent ou disparaissent Mhm. du territoire. Et de ce point de vue-là, la guerre ne s'est pas arrêtée. Oui. Et puis, celui qui se bombe le torse en disant c'est lui par qui le scandale est arrivé, pour employer une expression impropre, en disant qu'il a fait arrêter la guerre, ne semble pas prendre de dispositions parce que là-dessus, c'est silence radio, ce que fait Israël, n'est-ce pas? Et on n'en parle même pas du côté de Donald Trump. On a trop de chats à fouetter avec les tarifs. Et c'est exactement ce que le Premier ministre Netanyahou a très bien compris. Il a compris que avec Trump, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de combat avec des armes, eh bien, Trump est content. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui relève de la guerre, mais qui ne nécessite pas des canons, des avions et des fusils automatiques, c'était encore ouvert à eux. Et la Underground. stratégie, Underground. voilà, et la stratégie du gouvernement israélien a Mm. été, bien entendu, qu'ils ne peuvent pas dire non au gouvernement américain, ne peuvent pas dire non au président des États-Unis, mais ils envisagent toutes les marges de manœuvre qu'ils ont, et les marges de manœuvre qu'ils ont et qui demeurent en leur possession, eh bien, ils les utilisent, comme on vient de le dire, à travers la faim, la soif et en fait euh, l'absence d'énergie, d'électricité, d'infrastructures, etc. Bien sûr, l'administration américaine essaye à l'heure actuelle d'obtenir une négociation de la phase 2. On ne sait pas encore à quoi cela va ressembler, mais c'est clair que, comme je l'ai dit, l'envoyé spécial de Trump se trouve sur place dans la région et il discute avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar et de l'Égypte. Mais plus important encore, vous savez, c'est la première fois qu'une administration américaine accepte d'avoir un contact direct avec le Hamas. C'est-à-dire que l'envoyé de Trump, contrairement à tous les envoyés précédents des présidents
qui se sont succédés à la Maison-Blanche ne discutaient jamais directement avec le Hamas. C'est la première fois que cela se passe. Ça ne signifie pas une reconnaissance, mais ça signifie tout simplement que l'actuelle administration veut faire à la fois passer son message directement sans intermédiaire, mais également recevoir le message du Hamas sans intermédiaire. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être noté, même si on ne sait pas encore quelles en sont quelle en est la véritable portée. Mais professeur, une bonne chose également, c'est de voir une rencontre interarabe de ces pays-là qui prennent fait et cause et qui proposent une solution de rechange, meilleure solution que celle proposée par Trump et qui ne semble pas faire l'objet de rejet de la part des États-Unis. Exactement, exactement. Et puis bon, dans les dernières 48 heures, nous avons eu écho de la Maison-Blanche selon lesquelles le fameux projet qui consiste à expulser les Palestiniens avait été abandonné. Alors bon, on peut discuter comment une telle idée aussi absurde, aussi contraire au droit international, aussi contraire à l'humanité la plus basique ait pu faire son chemin jusqu'aux oreilles du président des États-Unis et comment est-ce que le président des États-Unis l'a adoptée et l'a exprimée. En tout cas, aujourd'hui, elle semble avoir été abandonnée. Et je crois que le projet alternatif qui a été proposé par les États arabes on a été pour quelque chose. Comme vous le savez, il s'agit d'un plan de reconstruction qui implique le maintien des Palestiniens à Gaza avec une enveloppe financière assez énorme qui dépasse les 50 milliards de dollars. Mais voyez-vous, ce projet-là, aussi positif qu'il soit, hein, dans la mesure où il est proposé comme une alternative crédible à un nettoyage ethnique, eh bien, c'est un peu comme si Gaza avait été frappé d'un tremblement de terre ou d'un ouragan. Or, la destruction de Gaza a eu lieu par la volonté d'un gouvernement d'occupation, qui est le gouvernement israélien, qui a détruit la bande de Gaza. Et on a tendance à l'oublier. Hein, depuis le cessez-le-feu, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie. Des dizaines, voire des centaines de maisons ont été détruites. Okay. Donc, si vous voulez, l'offensive contre les Palestiniens se poursuit. Et tous ces éléments-là, la destruction de Gaza par une opération guerrière et la poursuite de la colonisation de peuplement des territoires palestiniens n'étaient pas du tout à l'ordre du jour de la rencontre des États arabes. Et c'est ce qui fait que le pas qu'ils ont fait en avant, aussi positif soit-il, laisse encore de côté le problème fondamental qui est celui du conflit israélo-palestinien. Et de ce point de vue-là, la stratégie des pays arabes est malheureusement restée la même depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis des décennies, hein, de tout abandonner aux Américains. Attendre que l'initiative vienne des États-Unis. S'il n'y a rien qui vient des États-Unis, rien n'est proposé. Mais un raisonnement peut-être par l'absurde de dire que c'est du positif aussi le fait que on sent que Benjamin Netanyahou ne dit pas le mot, mais qu'il n'a pas gagné la guerre et ça le dérange au point de vouloir finir la guerre, n'est-ce pas, sans savoir comment il pourrait terminer cette guerre en quelques jours, une guerre qui dure plus de 2 ans, presque 2 ans, n'est-ce pas? Comment il est frustré et ça, on peut même peut-être pas dire que c'est parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. En fait, il n'a pas gagné la guerre, il a encore les mêmes interlocuteurs en face. Et la contradiction, c'est que Benjamin Netanyahou ne semble pas avoir appris qu'on ne gagne pas la guerre contre l'ombre. En fait, effectivement, vous savez, l'idée de la résistance palestinienne qui s'est exprimée à travers les actions du Hamas, qu'on peut contester. Hein, on peut contester le fait que des civils aient été des cibles
Mais enfin, l'idée de la résistance ne se résume pas au Hamas, hein, et le conflit israélo-palestinien ne se résume pas au Hamas, puisque le conflit remonte en 1947, alors que le Hamas a été créé 40 ans plus tard. Donc c'est plutôt le conflit qui a créé Hamas. Et par conséquent, l'idée de gagner la guerre ici a un contenu qui est contraire à la nature humaine. Vous ne pouvez pas gagner contre la résistance d'un peuple qui refuse de disparaître. Okay, si ce n'est que en parachevant un génocide absolu, complet et qui ne laisse absolument pas de vie palestinienne sur la planète. Or, cela est impossible à réaliser. Maintenant, puisque tel est le cas, cela représente un problème politique pour Netanyahou, incontestablement. Mais si vous voyez tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés, notamment les gouvernements de droite et les gouvernements de droite associés à l'extrême droite, qui avaient pour objectif de détruire le processus de paix des années 90 et tout espoir de processus de paix, eh bien, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'obtenir le maximum de ce qu'ils peuvent obtenir de chaque administration américaine. Donc, par exemple, avec Obama, les relations étaient plutôt exécrables entre le Premier ministre israélien et le président Obama. Donc, les Israéliens ont gardé un profil bas, même s'ils se sont lancés à l'assaut de Gaza plusieurs fois sous la présidence de Obama, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. Avec un président comme le président Biden, là, ils avaient carte blanche. Donc, la fenêtre d'opportunité ouverte par les événements du 7 octobre ont ouvert la voie au nettoyage ethnique et au génocide, et ils ne se sont pas privés de le faire. Aujourd'hui, avec un président américain qui ne veut pas de guerre, mais qui n'a pas de sympathie particulière pour les Palestiniens, eh bien, le gouvernement israélien va continuer donc à maintenir la pression sur les Palestiniens, refuser qu'il y ait un processus de paix en attendant d'avoir un nouveau président qui soit aussi favorable à la politique radicale du gouvernement israélien que ne l'a été l'administration Biden. Donc, si vous voulez, avec les Américains, les Israéliens gagnent toujours, puisque ce sont leurs alliés. Simplement, ils gagnent différemment, dépendamment des disponibilités ou des dispositions plutôt de chacun des présidents. Et puis, ce projet de reconstruction, on pourrait dire sans condition, pourrait laisser comprendre qu'une fois la reconstruction terminée, peut-être dans 10 ans, on peut encore reprendre la guerre et recommencer les mêmes affaires et détruire, et les Israéliens n'auront pas à reconstruire. C'est le monde arabe qui va s'en charger, et c'est un petit peu pour ça que je trouve la chose un peu laxiste, trop facile. On devrait poser certaines conditions, non? Vous avez entièrement raison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que les États arabes ont manqué de mettre le doigt sur le fond du problème. Parce que vous savez, Gaza a été détruite, pas autant que cette fois-ci, mais a été détruite plusieurs fois dans le passé, depuis l'évacuation au début des années 2000 et l'imposition du blocus. Eh bien, il y a eu des assauts répétés sur Gaza et des destructions assez considérables. Et à chaque fois, le territoire a été reconstruit okay, et pour être détruit de nouveau. Et jamais la facture n'a été payée par Israël, ça a été payé par la communauté internationale, les États arabes, notamment les pays du Golfe, ont payé. Cette fois-ci aussi, même si on ne sait pas exactement d'où va venir l'argent, mais il est clair qu'il va venir des caisses des pays arabes, essentiellement les pays arabes riches, c'est-à-dire les monarchies. Et de ce point de vue-là, c'est un peu une action tout à fait hypothétique sur l'avenir à partir du moment où la guerre n'est pas arrêtée. Il y a un cessez-le-feu, il n'y a pas d'hostilité, mais rien, absolument rien, n'empêche les Israéliens de redétruire Gaza dans le futur. Et on peut faire un parallèle avec les prisonniers palestiniens. Vous entendez des fois Israël dire « Ah, ben ils ont libéré des centaines de Palestiniens en échange d'un otage ou quelque chose de ce genre, mais juste pour aller les repêcher quelque temps plus tard et les emprisonner de nouveau. »
Donc, ce cycle infernal qui rentre dans le cadre du projet global de colonisation et de colonisation de peuplement, tant que cela n'est pas arrêté à travers un règlement définitif du conflit israélo-palestinien avec implication de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, eh bien, on va continuer à voir cette situation absurde se répéter et se répéter encore et encore. Cette semaine, professeur, un président qui n'est plus en exercice a été arrêté sur demande de la CPI. Et pour les mêmes exactions à peu près semblables qui ont été commises par ce président Duterte dans son pays contre son propre peuple, n'est-ce pas? Et ça envoie quand même des signaux auxquels je pense des gens qui sont en action aujourd'hui peuvent se sentir disons, concernés par des situations, peut-être dans quelques années, des situations semblables. En fait, les chances que Netanyahou soit arrêté un jour sont faibles. Simplement, l'arrestation de Duterte a une signification très particulière. Si elle était intervenue, imaginez un peu si elle était intervenue alors que la Cour internationale, le tribunal pénal international n'aurait pas émis de mandat d'arrêt contre Netanyahou. On aurait dit, eh bien voilà, encore une fois, le deux poids, deux mesures. Oui. Vous avez un président d'un pays pauvre, du Sud, du tiers-monde, un non blanc qui est traduit en justice par une justice internationale tout à fait impartiale. Ok. Maintenant, la signification est différente puisqu'il y a eu effectivement ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais il ne faut pas oublier que les Français ont inventé une absurdité juridique en disant qu'on va donner une immunité spéciale à Netanyahou. Et le nouveau chancelier allemand a dit qu'il n'arrêterait pas Netanyahou si jamais il voyageait en Allemagne. Et donc, la logique de la puissance continue toujours de miner de l'intérieur la justice internationale, mais c'est clair que l'avoir, c'est mieux que de ne pas l'avoir, maintenant qu'il y a eu ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Professeur Milou de Chenoufi, professeur de sciences politiques et membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir. Merci. Au revoir.